une dernière course. Dernière couscous. Couscous. Une dernière couscous. J'ai une dernière question pour toi, Benjamin. Je voudrais savoir. La seule chose dont je sois certain, c'est que le monde continue de souffrir de toutes ces guerres interminables. Que voudriez-vous faire? Je ne sais pas, souvent je m'interroge sur les moyens d'y remédier. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'ombre d'une solution. Malgré tout, je suis persuadé qu'un beau jour, les hommes finiront par se comprendre et pourront cohabiter en paix. Si je n'arrive pas à trouver la solution de mon vivant, peut-être est-ce à toi que je confierai la tâche de ramener la paix en ce monde. Dans la première partie, je suis parti m'isoler dans un coin reculé du Japon afin de vous faire découvrir un temple mystique et énigmatique perdu au milieu des bois. Par la suite, je suis parti rencontrer Kyle Brink qui m'en a appris énormément sur le Ibagon, mais aussi sur les disparitions mystérieuses qui ont lieu au Japon. Maintenant, il est temps pour moi de continuer mes aventures et d'aller à la rencontre d'autres personnes passionnées par les cryptides au Japon, appelées les Humas. Je me suis toujours demandé s'il existe d'autres mondes. Pourquoi a-t-on atterri dans celui-ci? Et s'il y a vraiment d'autres mondes, alors le nôtre n'est qu'une petite partie d'un tout gigantesque. Bienvenue! Connexion Mystery! La légende dit qu'il y a des démons là-bas. Il est temps pour moi de me rendre au mont Iba, afin d'en apprendre un petit peu plus sur cette montagne sacrée. Je vais donc aller rejoindre Naoto-san, qui est le spécialiste et guide référent, afin qu'il puisse répondre à mes questions. Comme vous pouvez le voir, la pluie ne cesse de me suivre. Ceci dit, cela n'enlève en rien mon envie de me rendre sur les lieux.
avons quitté Kyle, qui nous a appris beaucoup de choses sur le Ibagon ainsi que sur les disparitions qu'il peut y avoir au Japon. Donc un sujet très intéressant dont j'ai pris connaissance en même temps que vous. Il est bien de voir à quel point il va loin dans sa recherche, jusqu'à savoir quel type physique de gens disparaissent, où ça s'est passé, dans quelle préfecture, le nombre d'appels à la police qui a été fait dû aux disparitions. Tout ceci peut être un lien avec le Ibagon ou autre chose. Bien sûr, dans toutes ces disparitions, il y en a sûrement qui sont dues au bon vouloir des gens, parce qu'au Japon, il faut savoir que des gens souhaitent disparaître d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils partent et ne reviennent plus. D'où cette forêt, la forêt des suicides à Okigahara, que vous devez tous connaître, où les gens partent se suicider. Voilà. Après, je doute que ça soit le cas ailleurs au Japon. C'est pour ça que je trouve ça très suspicieux. En tout cas, les faits sont là. Ils sont plutôt probants, je trouve. Encore une fois, il est important de rappeler que certaines disparitions doivent être dues à autre chose. Mais le plus étrange, c'est qu'on retrouve rien. Les gens disparaissent comme ça. Donc ça, j'avoue que c'est très bizarre. Je dois aussi vous dire que les éléments sont contre nous. Il pleut énormément. Depuis que je suis arrivé au Japon, il ne fait que pleuvoir. J'ai eu une journée où il y a eu du soleil, c'est tout. Et là donc on est pareil, on est perdu. Enfin non, on n'est pas perdu, mais on est en train de prendre des routes au milieu de nulle part. Il n'y a pas âme qui vive. C'est vraiment flippant, et autour de nous, quand on voit toute cette végétation dense, je vous avoue qu'avec ce qu'a dit Kyle juste avant, voilà, ça nous met un effroi. Enfin bref, là nous sommes en train de nous rendre au Ibagon central. Donc c'est une sorte d'office voilà, qui est sur le Ibagon. Donc j'ai rendez-vous demain là-bas aussi avec donc le référent du Ibagon ici au Japon. Donc quand il en a parlé d'ailleurs dans l'interview, il a dit que c'était une personne fort aimable et vraiment très intéressante aussi. Donc il me tarde déjà demain d'être à ses côtés pour écouter ce qu'il a à me dire. Et je vais aussi lui soumettre les empreintes de Kyle qui ont été retrouvées il y a 2 semaines de ça. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc nous venons d'arriver donc à l'office où il y a des informations concernant l'Ibagon. Et ben, écoutez, regardez, on est bien reçu. On va se mettre au chaud en attendant qu'une personne vienne répondre à nos questions. You can see the line? ね、この線がなぜ Yes, 航 why? 空写真にこの線が出てるのかとかね、まあ言ってましたよ。 And then everyone don't know why this line is appeared here. Oh yes. Yes, Look This like is a real- Nazca line. yes, it's kind of like a Nazca line. Yes. Why you have this kind Yeah. of line here? No one knows. That's strange. Yes. Ibagon normally are born and raised here. And Donc il est now né we are- ici et réside ici. We are there. Yes. Now we are there. Et nous sommes. Oh. Et nous sommes.いいですか? Et nous, We are et here. nous sommes ici. D'accord. Hibayama, Mount Hiba is here. Et donc le mont Hiba se trouve ici.
ニシキヘビみたいなヘビがいます。 Oh, I don't know. Takara. Yes, we don't know why, but this mountain maybe have a strange power, and then normal creature becoming more big, rabbit, snake. Ok, donc là on est en train de Yes. m'expliquer qu'ici dans cette zone, donc où seraient apparues les premières observations de l'Ibagon, où il est né, certains disent, en fait il semble que les animaux là-bas aient des tailles démesurées dans cette zone. C'est très étrange d'entendre ça, surtout que juste à côté on a ces lignes bizarres qui n'ont pas d'explication à l'heure d'aujourd'hui. Donc est-ce qu'il y a un lien à faire avec ces je ne sais pas si on peut dire déformation, mais en tout cas les faits sont là. C'est un professionnel qui est en train de nous raconter toute l'histoire et l'historique du passé du lieu. Et donc effectivement ils ont bien vu ces animaux de taille bien plus grosse que la normale. Voilà. Alors pourquoi ici il n'y a pas d'explication.1センチ2センチ伸びるんですよ。行って寝ると。だから40歳になって、今僕が56歳なんですけど、40歳になってからここでずっと寝るようになってから今身長が5センチぐらい。 Alors, Naoto-san nous expliquait qu'en fait il est resté plusieurs nuits donc dormir à cet endroit-là et il se serait retrouvé avec des centimètres en plus. C'est comme ça qu'il explique. Écoutez, je crois que je vais aller y dormir moi aussi parce que j'en ai besoin. Ici, Naoto-san nous explique que cette partie de la montagne est appelée Eboshiyama. Il nous explique aussi que en dessous de cette montagne, un peu plus bas, serait la résidence de la déesse Izanami, une déesse qui fait partie de la culture japonaise, qui aurait le contrôle absolu sur la création, mais aussi sur la mort. Il faut savoir que dans le village, non loin de la montagne d'Eboshiyama, les personnes de haut rang, comme un maire de village par exemple, sont appelées Eboshi-sama. Nous pouvons retrouver cette référence dans l'anime Princesse Mononoke. Naoto-san continue en nous racontant que dans ce village seraient forgés d'incroyables katanas. Pour rester dans le même registre, celui des animés, il est important de savoir que le renard à 9 queues Kyuubi de Naruto a réellement existé. Du moins, il y a une légende qui en fait mention. Il est dit que ce renard à 9 queues a été vaincu par un guerrier qui l'enferma dans ce rocher. Et devinez quoi, il est possible de retrouver cette roche où a été enfermé le démon renard, entouré bien sûr d'une corde symbolique protégeant la roche afin que le démon ne ressorte pas de celle-ci. Cette pierre est située dans une zone volcanique près des préfectures de Fukushima et de Tonjiki, plus précisément sur l'île de Honshu. Cette pierre s'appelle Sensho Seki, également connue sous le nom de Killing Stone. Et d'après ce que dit la légende, cela remonterait au XIIe siècle. Cette pierre tueuse était censée renfermer l'esprit d'un renard à 9 queues maléfique, nommé Tamamo no Mae.
Seulement, la pierre meurtrière Senjoseki, censée protéger l'esprit d'un démon vengeur du monde extérieur, s'est brisée en deux. Cela s'est produit en 2022. Et pour le Japon, c'est un signe de très mauvais augure. Alors que d'autres ont émis l'hypothèse que l'esprit démon de Tamamo no Mae a été ressuscité après près de 1000 ans, les médias locaux, eux, ont déclaré que des fissures étaient apparues dans la roche il y a plusieurs années de ça, permettant peut-être à l'eau de pluie de s'infiltrer à l'intérieur et d'affaiblir sa structure, ce qui aurait fini par casser la roche en deux. Aussi que dans cette zone, alors qu'on voit ici tout le côté droit là, il y aurait eu des séquences du film Le Dernier Samouraï qui auraient été donc tournées. Pour Naoto-san, la personne que vous avez vue, que vous voyez dans la vidéo, hein, au moment où je suis en train de tourner, lui explique que le Ibagon, en tout cas c'est sa version, serait un singe du Japon, mais que comme il est né dans cette zone, il serait plus gros, plus grand que la plupart des singes que l'on trouve au Japon. Voilà. Donc pour lui, c'est sa théorie. Donc on s'éloigne un petit peu du sujet Bigfoot, en tout cas que ça pourrait être un cryptide. Lui verrait ça plutôt comme un animal qui est né à un endroit où encore à l'heure d'aujourd'hui on n'explique pas pourquoi on retrouve des animaux d'une taille beaucoup plus grande ou plus large que la normale. Bonjour Naoto-san, merci de me recevoir ici dans ce magnifique lieu. Je vais en profiter pour vous poser quelques questions. J'aimerais savoir quelle a été la première rencontre avec le Ibago. Avez-vous une date précise par rapport à ça? Le 20 juillet 1970. Alors, j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous pensez que le Ibagon demeure ici, dans cette zone, où il pourrait y avoir des Ibagons un peu partout au Japon? Je pense qu'il n'existe plus maintenant. Pourquoi pensez-vous qu'il n'existe plus, qu'il est disparu? Si le Ibagon existait vraiment, je pense que quelqu'un l'aurait trouvé. De plus, aucune observation n'a été faite récemment. L'Ibagon est découvert une fois tous les 50 ans. Je crois que le Ibagon est probablement un singe japonais, qui a grandi différemment dû au pouvoir mystérieux de la montagne. Cela fera bientôt 50 ans que l'Ibagon a été découvert. Le prochain Ibagon pourrait donc bientôt apparaître. Je pense que la forêt change selon un cycle de 50 ans. Et ce cycle de 50 ans sera bientôt écoulé. À ce moment-là, des ours et des serpents géants recommenceront à être découverts. Récemment, la forêt a retrouvé son ancien état. Il y a 50 ans, des ours et des singes de très grande taille ont été découverts. Mais ils sont restés longtemps inconnus. Le jour viendra bientôt, où les singes japonais élevés au mont Ryuo apparaîtront sous le nom d'Ibagon. Pour ma dernière question, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe en ces lieux. Pourquoi ces animaux sont retrouvés étrangement grands, plus gros? Quel est votre point de vue là-dessus? Je crois qu'il y a un énorme menhir au sein du mont Ryuo, qui émet une énergie mystérieuse.
Je pense donc que les créatures exposées à ce mystérieux pouvoir, énergie, semblent les faire grandir ou changer. Si ce n'est pas le cas, ne trouvez-vous pas étrange que des animaux autres que le Ibagon grandissent autant? En plus du Ibagon, des grands lapins et serpents ont également été trouvés sur cette montagne. Par conséquent, nous pouvons penser que le mont Ryuo lui-même possède une énergie mystérieuse. Écoutez, je vous remercie infiniment encore une fois de m'avoir reçu ici, d'avoir pris de votre temps et d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis je vous dis, qui sait, à très bientôt. Merci. ありがとうございます。また会いましょう。 My pleasure. Avec plaisir. また会えたらですね。 Donc je viens de finir l'interview avec Naoto-san et donc il nous a proposé de nous accompagner près de Kumamo Jinja. Voilà. Donc il préfère venir avec nous car il m'a expliqué qu'il est très facile de se perdre. Donc nous voilà en route, nous suivons Naoto-san qui nous amène au Kumano Jinja. Voilà, donc en fait il va nous escorter jusqu'à là-bas pour éviter qu'on se perde. Et il nous a expliqué que les arbres sont beaucoup plus larges et plus grands que la normale. À savoir qu'il m'a aussi dit qu'il y avait le dessin du Ibagon à Kumano Jinja. Voilà, donc on le suit et puis je vous amène avec moi. Ce qui me fait halluciner aussi, c'est que Naoto-san m'a dit qu'il avait 57 ans. Alors que franchement, je sais pas, j'aurais donné, allez, maxi 50. Ouais, 50, 52, enfin, et encore, enfin vraiment, il fait beaucoup plus jeune. Et donc quand il m'explique qu'il a grandi, en fait il allait dormir là-bas une fois par an. Grandir comme ça, je sais pas si, je pense pas que ça soit possible de grandir une fois l'âge, je crois que pour l'homme c'est 20 ans. Donc est-ce que c'est normal de continuer à grandir après? Lui il explique en disant que voilà, c'est parce qu'il est allé dormir une fois par an là-bas. C'est sa vision des choses. Mais en tout cas, un personnage attachant, agréable, un échange vraiment super. Vraiment super, je suis vraiment content de ce qui est en train de se passer pour le reportage. Même si, comme vous pouvez le voir, les éléments se déchaînent contre nous. Il pleut des cordes. Mais bon, on va continuer l'aventure et je vous amène avec moi donc à Kumano Jinja, escorté par Naoto-san. En tout cas, on est en train de vivre une vraie aventure. Ça, c'est clair et net. Donc mais ces arbres sont énormes. Oh bordel, c'est quoi cet arbre? Wow. Nous nous trouvons à présent à l'entrée du temple où les gens viennent prier la déesse Izanami no Mikoto. Nous pouvons voir aussi des arbres immenses autour de nous, contrairement à d'autres zones.
Naoto-san va prendre le temps de nous expliquer que ces arbres ne devraient pas être aussi grands ni aussi larges dû à leur jeune âge. Il est important aussi pour moi de partager une information que Kyle m'a montrée en image. Il a une photo où il est posté à côté de Menhir, qui est exactement de la même forme qu'un autre menhir que l'on peut retrouver à Karnak, ici en France. Est-ce un hasard ? Je ne sais pas. Je ne peux hélas pas partager avec vous la photo, car le prochain livre de Kyle va parler de ce sujet-là. Et donc il ne souhaite pas trop en dire avant la publication de celui-ci. Oh no. Donc Naoto-san vient de nous laisser. Et donc il nous a bien escortés jusqu'au temple. Comment vous dire? On est dans un lieu vraiment voilà, mystique. Pour y aller, pour s'y rendre, il faut utiliser un petit chemin ici. Donc si on ne connaît pas, c'est difficile d'arriver là où je suis. Alors il pleut, c'est chiant. Parce que du coup, j'ai eu des problèmes avec ma caméra il y a quelques jours. Dû à la pluie, j'ai cru que ma caméra n'allait plus marcher. Heureusement, le lendemain, elle remarchait normalement. Donc tant mieux pour le reportage. Donc je ne veux pas prendre le risque à nouveau de filmer trop longtemps avec sous la pluie. Parce que c'est pas bon pour elle. Donc j'ai filmé un petit peu... Du coup j'ai filmé un petit peu notre arrivée avec le téléphone. Et là donc j'essaye de vous filmer avec dessous le parapluie comme je peux. Cet endroit qui est, mais alors, un petit endroit secret perdu au fin fond de la forêt japonaise. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais alors la taille des arbres, il avait raison. C'est un truc de malade. Alors est-ce qu'il y a voilà, cette énergie qui agit sur les animaux, sur toute la nature en général? Peut-être bien, même sous la pluie, c'est vraiment beau, hein, c'est magnifique. Alors vous êtes là avec moi. Alors il fait un petit peu sombre, donc il se peut que l'image soit pas super fluide. J'ai décidé de faire un reportage en 4K. Voilà, avec une grande qualité. J'espère que voilà, la qualité sera au rendez-vous du coup. Alors Naoto-san, hein, juste pour revenir quelques secondes sur lui, personne formidable qui a été vraiment au top et qui nous a donc amené jusqu'à ce lieu préservé, hein, clairement préservé et secret. Moi je vous embarque avec moi, je marche tranquillement, c'est vraiment très très beau. Je continue à vous montrer. On arrive à... Hop, on va emprunter les marches pour arriver jusqu'au temple en haut. Ce qui est beau, c'est qu'il y a encore quelques cerisiers en fleurs derrière moi à l'entrée. Non mais là, je sais pas comment... C'est à la fois très beau, mais en même temps, la pluie... Le lieu se prête aussi au mysticisme, aux choses un peu plus sombres. Allez, je vais me mettre à l'abri un petit peu. Hop, voilà, ici je suis à l'abri. Ah, c'est vraiment très très joli. Voilà, avec les protecteurs ici à l'entrée. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu affaire à deux visions opposées. Sur l'existence de l'Ibagon, celle de Kyle et celle donc de Naoto-san, qui donne de la richesse à cet univers des cryptides. C'est que il est bien aussi d'avoir des visions comme ça différentes, opposées, qui amènent finalement chacun à donner des éléments intéressants. Voilà, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, il me reste encore un rendez-vous demain. Et puis je ferai un débrief un petit peu sur tout ce que j'ai appris, même si bon, vous avez plus ou moins appris en même temps que moi. Hein.
Donc voilà, allez, pour vous, je vais monter un peu plus haut pour vous faire profiter. Je filme pas ma tronche, hein. Comme ça vous avez l'impression d'être avec moi. Allez, on y va. Les gardiens sont là. Wow. C'est vraiment super. On y est. Oh. Je vois que ça continue aussi un peu plus haut. Le chemin continue un peu plus haut. On peut voir le Tori là-bas, au loin. Donc je vous avoue que je continuerai bien à aller me perdre un peu plus haut. Ah, c'est mystique, c'est vraiment mystique. Ah, c'est super, c'est super. C'est vraiment une super expérience ce reportage. Au-delà de la recherche, mais humainement parlant aussi, c'est quelque chose. Ici, comme on peut le voir au loin, c'est le Tori, la porte qui nous explique qu'on rentre dans la montagne de Dragon Lord. Et ça s'appelle vraiment comme ça. C'est fou. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser ici, moi. Je vais rentrer, oui, parce qu'on a beaucoup de route encore. Il faut savoir que chaque jour, on bouge pas mal. Et surtout, j'ai faim. J'ai pas mangé de la journée, j'ai pas beaucoup dormi aussi. Donc, voilà, je vais aller prendre un peu de repos autour d'un dîner. En espérant que ces belles images vous aient plu. Allez, à très vite. Il est important de rajouter que cette image que vous voyez, cette illustration du Ibagon qui date d'il y a plus d'un siècle, pour amener à penser que cette créature ou animal vivrait dans cette montagne depuis bien plus longtemps que l'on ne le pense. Il est possible d'aller voir l'illustration de ce Ibagon dans le temple que vous avez vu juste avant dans les images. Alors, avant d'aller manger, nous nous sommes arrêtés dans une supérette où il est dit qu'il y a des informations donc, sur ce fameux Ibagon. Et effectivement, à l'entrée, à l'intérieur, on peut voir la silhouette de cette fameuse créature. Et ce qu'il y a d'intéressant, à titre informatif bien sûr, c'est qu'ici, vous pouvez voir les documents d'époque et donc tous les témoignages. Donc ici, que vous pouvez voir affichés, lire. Donc on commence par le premier témoin qui se trouve ici, au milieu. Et ensuite il y a le deuxième ici, le sixième là. Enfin bref, vous avez les témoignages. Et ici on peut même voir une soi-disant empreinte d'Ibagon. Et pour finir en haut, vous avez une sorte de descriptif de ce que pourrait être cette créature, ou cet animal dirons-nous aussi. Donc voilà, ça reste intéressant de savoir que certaines informations sont préservées ici et qu'on peut tout à fait les lire du coup enrichir sa connaissance sur ce Ibagon. Alors ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que en fait tous ces témoignages que vous voyez là datent de 1970. Alors il y en a eu d'autres aussi après par la suite, mais en tout cas ceux qui sont référencés ici sur le mur datent de 1970. Bon allez, pour votre plus grand plaisir, je vais rajouter aussi l'histoire qui a fait connaître le Ibagon, hein, le premier témoignage.
Donc ce premier témoignage dit que vers 20 h le 20 juillet 1970, alors que le témoin était près du barrage, donc très près de chez lui, il a vu, alors lui il appelle ça un monstre de la taille d'un veau. Donc encore une fois on revient sur cette taille assez représentative, et qu'il a soudainement traversé la route et s'enfuit dans les montagnes. Voilà, donc ça c'était le premier témoignage du Ibagon. Il s'est retourné et il a vu un animal ressemblant à un veau à 4 pattes. Devinez quoi, ce soir on a décidé de s'arrêter au restaurant juste à côté de là où j'étais hier pour prendre les images du panneau marqué Ibagon avec la statue juste à côté. Et voilà ce qui nous attend ce soir. Des sashimi, du katsudon et bien d'autres choses bien bonnes. Mesdames et messieurs, bon appétit. Ok, bon, je viens d'arriver à l'hôtel. Il est tard. Alors il faut savoir qu'on s'est arrêté sur la route aussi pour un peu se reposer parce qu'on a beaucoup de trajets à faire. Et la fatigue nous gagne. C'est pas évident, on roule énormément chaque jour. Tout simplement parce que les lieux où on va, comme vous avez pu le voir dans le reportage, c'est des endroits qui sont pas très bien desservis. Parce que on va dans des endroits où pas beaucoup de gens vont. Et donc du coup c'est pas évident, et à chaque fois en plus qu'on veut prendre un hôtel, si on le prend trop proche du lieu où on veut aller, c'est très cher parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc, et les peu qu'il y a sont assez onéreux. Comme ça se trouve dans la montagne, souvent il y a des onsen à l'intérieur, donc ça coûte beaucoup plus cher et donc c'est hors de prix. Du coup on est obligé de faire beaucoup de trajets pour aller dans des hôtels plus modestes. Voilà, ce qui se conçoit. Donc voilà, beaucoup de fatigue. Là je vais pas rester très longtemps parce que j'ai une autre interview demain matin très tôt. Donc là je vais pouvoir dormir que quelques heures. Et donc j'ai besoin d'avoir les idées claires pour pouvoir poser les bonnes questions et être bien dans mon intervention auprès de cette nouvelle personne. Pour revenir un petit peu sur aujourd'hui, une journée de dingue encore une fois, levé très tôt le matin jusqu'à maintenant non-stop, des rencontres inoubliables, certainement, des gens entiers, mais surtout des gens passionnés, qui font ça par passion. Et ça se ressent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux profils qui sont différents, Naoto-san et Kyle. On a aussi deux visions qui s'opposent. On apprend plein de choses aussi en même temps, plein de nouvelles informations. Moi, je n'étais pas au courant de toutes ces disparitions qu'il y avait au Japon. Et puis on a Naoto-san qui lui est là pour préserver la nature comme un gardien. Et il connaît comme sa poche toutes les montagnes environnantes. C'était vraiment enrichissant d'être auprès de ces deux personnes aujourd'hui. Et demain, je vais rencontrer le référent de l'Ibagon, ici même au Japon. Donc ça, c'est vraiment génial aussi. Honnêtement, j'y croyais pas trop. Je m'étais organisé en amont pour avoir ces rendez-vous que j'ai eu aujourd'hui. Mais celui de demain, on y allait au culot, parce que je pensais pas que ça allait être possible, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup pris par le temps, qui est énormément demandé, et finalement on a pu avoir ce rendez-vous demain matin. Alors le fait de connaître Kyle y a un peu joué aussi, parce que Kyle connaît cette personne, et le sérieux de la chaîne aussi, voilà. Le fait qu'un Français s'intéresse au Ibagon, qui vienne jusqu'au Japon pour essayer d'en apprendre un peu plus sur le sujet, tout ça, y a joué. Et donc je vais pouvoir le rencontrer finalement demain matin, et c'est vraiment super. Voilà, bon écoutez, j'aurais plein de choses aussi encore à dire, mais je suis vraiment très fatigué, j'ai besoin de dormir, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Finalement c'est beaucoup de travail, même quand on est ici on aimerait profiter un peu plus du pays, ce que j'ai fait un peu avant et ce que j'essaierai de faire, mais je pense que j'aurai pas trop le temps parce que le timing est
est bien précis et carré, donc pas évident. Mais bon, j'avais déjà visité le Japon avant plusieurs fois, donc voilà, il n'y a pas de regret là-dessus, mais voilà, sachez qu'il y a beaucoup de travail, et vous voyez, quand je vois tout ce que je fais en off, toutes ces discussions que j'ai avec ces personnes-là, qui me donnent aussi d'autres informations que vous n'avez pas, et puis voilà, il y a des échanges qui se font, qui sont intéressants aussi, mais j'ai pas une équipe de tournage autour de moi, et c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, parce que je dois en même temps filmer, ou soit il y a quelqu'un avec moi qui peut me filmer, mais en même temps cette personne est là pour m'aider à traduire tout ce qui est dit. Donc du coup c'est dur, c'est vraiment dur. Et c'est dommage, parce que quand je vois tout l'investissement qui est fait pour être là aujourd'hui, pour avoir ces rendez-vous, voilà. Donc ouais, c'est sûr, je comprends mieux maintenant les gens quand ils disent ouais, des fois il y a des gens, ils sont sur YouTube, on se demande ce qu'ils font, parce qu'il n'y a pas de trame de fond réelle. Et c'est vrai que oui, c'est sûr que quand on tape McDonald's au Japon, ben, il y a des gens qui vont manger au McDonald's au Japon et qui vont faire des millions de vues. Bon, ça j'aurais pu le faire tous les jours hein, si vous voulez, mais ça m'intéresse pas. Et moi je veux qu'il y ait de la matière, qu'il y ait de la culture, que vous appreniez des choses au-delà même du sujet. En tout cas, moi sachez que si un jour je deviens une chaîne beaucoup plus conséquente et célèbre, ben je pense que je donnerai ma chance à plein de petites chaînes. Des chaînes qui ont certaines qualités, des personnes motivées, qui font ça par passion, par envie. J'irai les aider. Voilà, je pense que c'est important. C'est dommage de voir tous ces grands youtubeurs faire des featuring tous entre eux, on dirait presque une mafia. Et je pense qu'ils devraient plus s'intéresser à essayer de voir voilà, des petites chaînes comme ça qui se cassent le cul hein, clairement, qui investissent financièrement d'eux-mêmes et qui vont jusqu'au Japon comme moi pour traiter un sujet assez loufoque qui est l'Ibagon. Donc en tout cas moi je m'engage à le faire. Et je le réalise surtout là maintenant parce que je suis au Japon et je sais tout ce que j'ai investi pour être ici. Et aussi l'organisation qu'il y a eu en amont qui a été colossale, parce que ça c'est depuis des mois hein, que je suis dessus. Voilà, donc je vous parle à cœur ouvert. Et ça fait du bien aussi de le faire, et puis ça vous permet aussi de voir un petit peu l'envers du décor, comment ça se passe. Bref, écoutez, moi je vais vous laisser, je vais dormir. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Bon ben c'est parti pour la dernière interview du week-end, et pas des moindres. 2 heures de route nous attend, la nuit a été très courte et pour cela il fallait reprendre des forces dès le matin. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris des karaage au fromage d'Hokkaido, un petit onigiri au saumon et bien sûr des mochi avec l'eau à la pêche, la traditionnelle eau à la pêche que j'adore au Japon. Je trouve ça trop bon, on dirait qu'on mange le fruit. Je sais pas ce qu'ils foutent dedans pour que ça ait le goût, que ça ait autant de goût comme ça. C'est vraiment trop bon. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Bonjour tout le monde. Alors avant de partir de suite à l'aventure, mes amis japonais m'ont fortement conseillé d'aller dans un temple pour faire une prière afin de m'attirer toutes les chances. Et vu l'investigation que je vais devoir mener, cela n'est pas de refus. Je pars donc en direction de ce temple afin de m'attirer toutes les chances. Ici nous voici à Ishinokami Jingu, donc un temple vraiment très beau à visiter absolument, et vous aurez la chance d'être à l'abri des touristes. Encore une fois, c'est un endroit un petit peu secret que je dévoile ici, mais comme ça vous permettra de prendre votre temps et de venir vous balader ici, parce que ça vaut clairement le détour. On organise la perdition et puis on se retrouve parfois dans ce genre d'endroit. Donc je ne saurais que vous le conseiller. Il est dit que
Si le coq que vous voyez devant moi chante quand vous arrivez ici à l'entrée du temple, cela veut dire que vous allez avoir beaucoup de chance dans votre vie. Écoutez, je vous le souhaite. Encore une fois, on est au milieu de nulle part. On va pouvoir enfin voir quelques habitations au loin. Voilà, enfin, ça y est. À savoir que c'est la Golden Week ici au Japon et je peux vous dire qu'on ne croise pas beaucoup de voitures. Les gens ne vont pas là où on va, nous. En même temps, je les comprends. Ils ont sûrement autre chose à faire. Bon, nous voici arrivés pour la dernière interview et ça va se passer ici. Et encore une fois, c'est perdu au milieu de nulle part. Voilà, eh bien, écoutez, c'est parti. Ok, donc ici on a soi-disant donc une empreinte de Ibagon, donc que l'on peut trouver en fait ici et nulle part ailleurs. Donc et j'ai la chance de l'avoir sous les yeux. Arigatou gozaimasu. Je vais lui montrer l'empreinte de ce que les témoins ont photographié dans la préfecture de Gunma. Je n'ai pas pu m'empêcher de montrer la photo de cette empreinte à Egi-san qui a été prise dans la préfecture de Gunma, où il y a
beaucoup de disparitions soudaines. C'est comme ça que les Japonais les appellent. Parce que quand la personne disparaît, ça va tellement vite, c'est si soudain que du coup, ils ont décidé d'appeler ces disparitions les disparitions soudaines. On verra qu'autour de ces deux traces au sol, empreintes, il n'y aura rien d'autre autour. Dans cette troisième partie du Japon, je vais donc me retrouver avec deux enquêteurs de la compagnie Bintaro qui seront avec moi dans la préfecture de Gunma pour enquêter et entendre aussi le témoin qui est le père de la personne qui a pris cette photo. Revenons maintenant auprès de Egi-san pour la fin de cette deuxième partie de reportage, Uma, les mystères du Japon. Cette empreinte de Ibagon a été collectée près de la gare de Saijo. Les empreintes ont été préservées car il restait un peu de neige. Elles ont été conservées au domicile du découvreur pendant un certain temps. Mais après son décès, elles ont été gardées par un policier. Nous avons fait examiner les empreintes par de nombreux experts. Ces empreintes proviennent d'un animal marchant sur deux pattes, mais il ne s'agit pas d'un ours ni d'un singe. Les empreintes ressemblent beaucoup à celles des humains, mais elles ne le sont pas non plus. Selon les vétérinaires et les autres experts de l'époque, il a été déterminé que les empreintes de pas n'étaient ni des empreintes d'humains, ni d'ours, mais plutôt des empreintes qui pourraient être un mélange d'un humain et d'un singe. Ça reste un grand mystère. Nous avons toutefois nommé cette créature un singe. Car les témoins parlent de quelque chose qui pourrait laisser le penser. Après que cette histoire ait commencé à être rapportée aux informations, la créature qui marchait sur deux pattes a été surnommée Ibagon. Car nous sommes proches du mont Iba. Cette empreinte est préservée depuis 50 ans. Il y a 50 ans, il existait d'autres preuves telles que des photos de l'Ibagon, mais elles ont été perdues et ne peuvent plus être retrouvées. Ces empreintes sont donc la seule preuve encore préservée de nos jours. J'ai eu la même question l'autre jour. Seulement j'ai maintenant 79 ans et 6 petits-enfants. L'aîné a 24 ans et le plus jeune a 12 ans. L'Ibagon vit peut-être dans des endroits différents. Car il n'y a aucune information selon laquelle l'Ibagon aurait disparu, ou serait mort. De nombreuses personnes ont été témoins de l'Ibagon il y a 50 ans, mais ceux qui en ont été témoins à cette période sont maintenant décédés. Je travaillais à l'hôtel de ville à l'époque, je n'ai pas été témoin direct. À cette époque, la mairie était très occupée avec de nombreux appels signalant des observations. Il y a eu de nombreux témoignages à peu près au même moment, j'ai fait le choix de les croire. Car je ne pense pas qu'ils mentent. Il y avait tellement de monde que j'ai mis en place un point de contact, et c'est moi qui en ai été chargé. Durant cette période, la mairie était submergée par les appels signalant l'observation du Ibagon, que les opérations de comptoir devenaient de plus en plus chargées. Je ne pense pas que tous ces gens mentaient. Au moment des observations du Ibagon à Saijo, des rumeurs circulaient concernant une créature appelée Tsushinoko dans un autre endroit.
Il semble que le sujet de Tsushinoko fut brûlant dans le passé, au même moment où les observations du Ibagon avaient lieu. Tsushinoko est vu pour certains comme un yokai, pour d'autres, il serait plutôt vu comme un cryptide, un huma. Il semble que beaucoup de personnes l'auraient aperçu au même moment où il y avait les observations du Ibagon. Pour expliquer ce qu'est Tsushinoko, c'est clairement un serpent, mais contrairement au corps longiligne qu'on lui connaît, là son corps serait plutôt rond. C'est très étrange, mais en tout cas beaucoup de personnes à cette époque-là semblent l'avoir aperçu. Mais pas que, car je vais apprendre plus tard, grâce à la compagnie Bintaro, que des gens auraient croisé la route de Tsushinoko très récemment. So you think also this this region, this mountain have some magical power, something like this? この辺りはやっぱりそういう不思議な力があると思いますかって、昨日その直人さんからその不思議な力の話を聞いたので、そういうことがその土の子だったりヒバゴンに作用してると思いますか？だと思うよ。いや、いいですよ。ヒバ山、マウンテンヒバゴンってあるんですけど、Le mont Hiba est connu comme la montagne où vivent les dieux, et sur cette même montagne se trouvent des forêts de hêtres uniques à cette région. C'est pourquoi elles ont été désignées comme monuments naturels. Je crois aussi qu'un pouvoir mystérieux influence également la nature. In this area, something like animal is literally more big, some tree more big. So it's hard to explain everything. やっぱりこの辺りは生き物が大きくなったり木が大きくなったり、その自然界に対するいろんな作用がこの辺りであるんですけど、それはやっぱり説明がつかないものなんですか？ Le mont Hiba apparaît dans le livre le plus ancien du Japon, le Nihon Shoki, qui déclare qu'Izanami no Mikoto, la déesse qui a créé le Japon, serait enterrée sur le mont Hiba. Au centre de la forêt d'êtres sur le mont Hiba, se trouve une montagne appelée Goryo. C'est ici que se trouve un très gros rocher. Est-ce la tombe d'Izanami no Mikoto? Ou est-ce ce menhir qui donne ce pouvoir mystérieux à cette montagne? Je pense que ce gros rocher est une tombe. Cette zone située près d'une montagne mystérieuse, en plus du grand pouvoir spirituel du grand menhir situé au sein du mont Hiba, a été transmis aux hommes depuis l'Antiquité. Tout porte à croire qu'un pouvoir mystérieux pourrait provenir de cet endroit pour moi. Naoto vit ici depuis sa naissance et je le connais depuis qu'il est enfant. Son père a une grande propriété au mont Hiba et a aussi été témoin du Ibagon. Naoto et son père en savent beaucoup sur les montagnes. Naoto a toujours été proche de la nature depuis enfant. Il est maintenant comme un gestionnaire de la forêt préfectorale. Il ne fait donc aucun doute qu'il a beaucoup d'expérience. Il connaît très bien la nature et surtout le mont Hiba, car il y vit depuis enfant. Il est donc le spécialiste du lieu sans aucun doute. Naoto et son père en savent plus que nous sur les montagnes et les animaux qui habitent celles-ci. Je pense qu'ils sont dignes de confiance. And you know why we call this mountain Dragon Lord? Okay. Chaque montagne a un nom spécifique. Certaines personnes appellent le mont Hiba, le mont Mikoto. De notre côté nous l'appelons simplement Goryo, ce qui veut dire étoile ou esprit en français. Et à côté du mont Hiba, nous avons la montagne Azuma et Eboshi. Toutes ces montagnes sont connectées.
それぞれの地域によって呼び方をするわけ、人がおるわけです、人によっては。我々は共通して五両五両と言いますけど、でそれと同じようになんで竜王でついたか言われりゃちょっと僕らもそれは別に文献的に調べてないので。Cependant, je ne sais pas pourquoi le mont Ryuo s'appelle Ryuo, ce qui signifie dragon. Au sud du mont Ryuo se trouve un endroit semblable appelé Tengu Sumoba. Un peu plus loin sur la route, il y a une cascade nommée Torio Falls. Donc il y avait peut-être une croyance au dieu à cet endroit, mais je ne sais pas pour Dragon Lord. And you know why you have this strange line on the picture? だからこの辺りにはなんかその不思議な線があるんですけど、その線について何か知ってますか？ Lorsque le sanctuaire Sada Jinja dans la préfecture de Shimane a été désigné patrimoine culturel de l'UNESCO, j'ai recherché sur internet et découvert qu'il existait un lien entre le mont Iba et le sanctuaire Sada Jinja. Depuis que je suis enfant, j'ai entendu dire que le mont Iba est relié à divers sanctuaires et lieux, et qu'il s'agit d'une montagne dotée de pouvoirs mystérieux. L'apparition du Ibagon doit peut-être nous convaincre de ce pouvoir étrange, car nous avons accepté son existence. Était-il un messager d'un dieu, pour nous montrer qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir? Je ne sais pas. Mais je sais que de nombreux témoins se sont présentés, et je pense que nous devons croire leurs histoires. Il est temps d'expliquer au monde que certaines choses restent encore inexpliquées. Même si nous avons grandi et quitté Seijo, les gens de Seijo regardent la télévision et Internet. Nous nous appelons de temps en temps. Hier, j'ai reçu un appel téléphonique de Tokyo. Un journaliste m'a interrogé, il m'a répondu qu'il avait eu les informations du Ibagon, en ayant lu le journal Hiroshima sur Internet. Même si nous sommes éloignés, l'histoire du Ibagon est ce qui relie les gens à Seijo. L'Ibagon connecte tout le monde, la police a conservé le plâtre des empreintes du Ibagon pendant 50 ans. Cependant, pensant que l'Ibagon serait utile au développement de Seijo pour le futur, l'association touristique pour contribuer à animer la ville, a demandé à la police de nous faire le don des empreintes, afin d'en faire bons usages. If some people search information about Ibagon, you have Ibagon Sensei. Yes. Eki-san is Hibagon Sensei, so yes. So now, all of witnesses is passed away. Yes. So only he knows about. exactly. Yes. About witness. Yes. So I would like to come back one day and discover more about the mountain. What's happened around here? Why you have this strange line? Why? Ok, nous partons chez Ige-san qui nous a proposé d'aller chez lui pour aller voir des vieilles coupures de journaux qu'il garde précieusement. Il faut savoir qu'il est à l'heure actuelle le seul à avoir rencontré la plupart des témoins et donc il est celui qui les raconte le mieux. Donc il les préserve d'une certaine manière, j'ai envie de dire. Donc c'est un honneur qu'il nous fait et c'est une personne de grande confiance. Pour avoir passé du temps à échanger avec lui, c'est vraiment une personne adorable. Donc me voici chez Egi-san avec le café à la main. Alors je vous cache pas que je vais garder cette discussion privée parce que je pense qu'il y a des moments où on peut enregistrer des informations, il y a d'autres moments où on est dans un moment plus intimiste
Et c'est ce genre de moment que j'ai envie de garder pour moi, bien précieusement. Et j'ai pas aussi envie d'avoir la caméra voilà, tout le temps avec moi en train de filmer, surtout qu'on est chez la personne. Donc même s'il m'accorde le fait que je puisse le faire, ben, moi ça me gêne un petit peu. Voilà, j'espère que vous serez en mesure de le comprendre. Et puis écoutez, pour revenir un petit peu sur l'échange que j'ai eu avec Egi-san, au top, au top. Donc nous sommes toujours chez Ige-san qui nous a proposé de regarder donc un reportage sur le Ibagon avec lui et nous a invité aussi par la même occasion à manger. Bah écoutez, c'est vraiment cool de sa part. Donc on va rester et puis regarder ce documentaire sur le Ibagon et puis on repartira tranquillement. Ben voilà, pour le reste, comme je l'ai dit auparavant, hein, je vais garder ça pour moi en privé. Et puis je vous ferai un petit débrief ce soir pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, mon ressenti et les informations aussi que nous a donné Ige-san. Et écoutez, je vous laisse et moi je vais continuer de regarder le documentaire sur le Ibagon. Alors on peut voir aussi que Ige-san apparaît dans le documentaire hein, sur le Ibagon. Voilà, on le voit plein de fois intervenir pour parler des témoins, de leurs témoignages. Je suis en train de m'apercevoir que Egi-san est vraiment une superstar au Japon en ce qui concerne le sujet du Ibagon. Il apparaît sur chaque reportage documentaire du sujet. C'est impressionnant. J'ai appris aussi, une fois que je suis rentré en France, que TV Tokyo avait célébré les 50 ans de l'apparition donc du Ibagon. Egi-san évidemment s'est rendu à Tokyo et il faut savoir qu'il aurait parlé de moi, de mon travail, de ma visite dans sa préfecture et il aurait montré aussi ma dédicace, ma signature. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. En fait, il m'avait demandé de faire une sorte d'autographe, voilà, pour montrer que un Français s'était intéressé au sujet et s'était déplacé jusqu'ici pour en apprendre plus sur le Ibagon. Donc je suis en train de regarder le documentaire et Ige-san est en train de nous faire par la même occasion un succulent repas. Donc je vous dis bon appétit. Ici, entre les mains de Yuki, nous avons le script du film, d'un film donc, qui parle du Ibagon et il serait tiré donc d'une histoire vraie. Donc c'est le script officiel que vous pouvez trouver chez Egi-san. Voilà, et ainsi que le livre à côté qui raconte aussi l'histoire du film. Il faut savoir que dans ce film, vous pouvez y retrouver donc Ige-san ainsi que sa dame, sa femme, que vous voyez ici. Voilà, donc ils apparaissent dans le film sur le Ibagon. Oh, wow! Yeah.
バイバイ。ありがとうございましたありがとうたどりつけるのかな愚かさでいい醜さでいい正しさのその先でAprès s'être dit au revoir avec grande tristesse, je ne vous le cache pas, car comme vous avez pu le voir en image, Egi-san est vraiment une personne très attachante et remplie de gentillesse. J'ai appris énormément à ses côtés, il m'a fait confiance, il a été honoré de voir que quelqu'un pouvait venir de si loin pour s'intéresser à son sujet de prédilection. En échangeant avec lui, en privé, j'ai pu comprendre qu'au Japon, il y a une différence, la croyance des personnes. Ici, par exemple, c'est vrai que parfois je me retrouve avec certains commentaires très clichés où on va dire que comme on ne croit pas la personne, on va de suite s'imaginer que cette personne a trop bu, a trop fumé, qu'elle a mal interprété sa vision de la chose. Au Japon, j'ai plus l'impression qu'il y a un réel code d'honneur, comme celui des samouraïs de l'époque. Là-bas, si les gens ne croient pas, ils vont juste expliquer qu'ils n'y croient pas, sans être dans la méchanceté gratuite, on va dire. Et quand les témoins ont parlé à Egi-san, j'ai vraiment l'impression que pour lui, il ne fallait pas remettre en question le code d'honneur des témoins. Dire que ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu n'était pas vrai, était comme bafouer l'honneur de la personne, bafouer l'honneur du témoin. Ne pas être de suite dans la négativité ou s'imaginer des choses pouvant blesser le témoin. Je pense que c'est quand même une chose bien plus agréable que la réaction de certaines personnes ici en France qui de suite, derrière leurs écrans, ne vont pas se priver de dire des choses très négatives, très méchantes, très blessantes envers le témoin sans même le connaître et sans avoir été avec lui lors de sa rencontre. La journée fut très longue pour moi, donc je vais rentrer me reposer, mais avant je vais manger de délicieux sushis. Avant de partir dans la préfecture de Gunma, je vais en profiter demain pour me rendre dans ce nouveau parc Ghibli qui a ouvert près de Nagoya. Je vous ferai profiter de quelques images bien sûr, mais pour voir la vidéo dans son entièreté, elle sera postée sur la chaîne Connexion Japon. Donc pour Egi-san, il vaut mieux éviter de remettre en question ou en doute les témoignages des gens dont il a été très proche. Et je peux le comprendre, parce que je connais bien quand même la mentalité japonaise pour être allé dans ce pays plusieurs fois. Et c'est vrai que contrairement à la France où on peut se permettre voilà, de commenter en disant ouais il raconte des salades, il a atteint de la trisomie 21, enfin des trucs comme ça absolument débiles et discriminatoires. Enfin bref, ici ça se fait pas. Enfin je veux dire, quand le gars il dit quelque chose, je peux vous dire que quand Egi vous parle, à aucun moment on a envie de prendre ça à la légère ou sur le ton de la plaisanterie. Bien sûr, j'aurais pu filmer d'autres moments avec quand j'étais chez Egi-san, mais j'ai voulu garder aussi ces moments précieux pour moi, et pas tout enregistrer, toujours avoir ma caméra avec moi. Je trouve que
ça peut être mal vu, voire mal poli, même si lui ça le dérangeait pas plus que ça. Il m'a dit que je pouvais filmer, il n'y avait pas de problème. Mais c'est moi, c'est personnellement ça me dérangeait. Et puis voilà, encore une fois, j'ai pas une équipe de tournage autour de moi, donc ça n'a pas été évident, parce que c'est moi qui dois faire les plans. C'est vraiment difficile, je dois tout faire en fait. Donc, et je pense qu'il a vu, et ça y a beaucoup plu de voir comment j'étais déterminé à vouloir faire les bons plans séquences, à le placer à tel endroit pour qu'on nous voit tous assis, voilà, en train de discuter. Et je retiendrai une chose, c'est que avant de partir, toujours en étant chez lui, hein, donc c'était juste avant de sortir de chez lui et donc d'aller vers la voiture et donc repartir, il a dit ouais, mais il y a des mots en japonais que je comprends, donc du coup j'ai un petit peu compris ce qu'il disait. Et après j'ai demandé à Yuki de me le traduire, et effectivement c'était bien ça. Et en fait il disait que il fallait que je m'installe au Japon, parce que il fallait que des gens comme moi soient ici pour mettre ce genre de sujet en lumière, en valeur ici au Japon, parce que beaucoup de choses se passent. Et ça m'a beaucoup touché, et il a vraiment insisté là-dessus, et il a dit écoute, quoi qu'il en soit, tu es le plus beau, mais pas le plus beau physiquement, vous voyez ce que je veux dire, c'est dans sa globalité, la plus belle personne pour représenter ce sujet, c'est-à-dire celui de l'Ibagon à l'international, le mettre en valeur et en dire du bien. Et ça m'a beaucoup touché, et vous voyez, ce genre de mots pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut plus d'1 million d'abonnés, ça vaut plus de 3 millions de likes, tout ce que vous voulez. Pour moi, le succès, c'est ça, c'est juste ces mots. Voilà, c'est une magnifique récompense. Et je vous cache pas que le quitter, enfin, en le quittant, j'avais le cœur vraiment très lourd. Ça n'a pas été facile. Et Guy-san, c'est quelqu'un d'entier, de généreux, de vraiment très attachant, et l'hospitalité japonaise c'est vraiment du high level, hein. Franchement, ils savent vraiment bien recevoir. Ah ouais, franchement, c'est vraiment du haut niveau. J'ai rarement, après moi j'y suis habitué plus ou moins, mais ça me fait toujours la même chose. C'est quelque chose. Voilà, mais j'espère que vous connaîtrez ça un jour dans le futur si vous rêvez d'aller au Japon. Et donc Iggy-san m'a partagé plein d'informations, hein, concernant le Ibagon. Il a été très proche des témoins, et certains étaient de très bons amis à lui. Et il est d'une certaine manière le dernier à prendre soin, voilà, de tous ces témoignages, car tous les témoins à l'heure d'aujourd'hui sont décédés. Et donc il est le seul à disons, avoir disons, en mémoire tous les témoignages en tête. Pour Iggy-san, l'Ibagon existe, c'est clair et net, et jamais il remettra en cause les témoignages donc des gens et de ses amis. Et d'ailleurs, il vaut mieux pas le contredire là-dessus. Voilà, parce que sinon ça serait salir l'honneur de ses amis, des gens qu'il a connus et qui pour lui sont des gens honnêtes.
racines dans la terre. Laisse-nous vivre avec le vent. Passe l'hiver comme les graines. Et chante au printemps comme les oiseaux. Pour vivre, on n'a pas besoin de semer la mort. It's like a dogman. I think it's a dogman. I have saw the dogman in France. So after that, I thinking if this kind of creature exists in France, I think everything can exist everywhere in the world because it just. Écoutez, je me fais un honneur d'aller le rencontrer. Et sur ma droite, à côté de moi, je vous présente Mana-san. Hi Mana-san. Nice to meet you, I'm Mana. Yeah. We are going to the Bintaro Sensei's office. Et comme vient de le dire Monsieur Miyagi et Mei derrière la caméra, il semble que là, autour donc de la ville où nous sommes, dans cette préfecture de Gunma, dans les montagnes, énormément d'histoires racontent donc des rencontres avec ce fameux Tengu. Je vais arrêter la tchatch et vous prendre avec moi pour visiter... Connection Japan. Non, le lieu, the place. Fushimi Inari. Ah. J'arrête la tchatch et on part ensemble visiter Fushimi Inari. Fushimi. 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 Fushimi Inari. Inari. Ok. Mana-san Yes. est en train de m'expliquer qu'à Okinawa, Yeah. des gens, plusieurs personnes auraient vu cette créature. Et donc ils la décrivent avec des poils comme si ça avait du feu, comme ça faisait des flammes en fait. Voilà, et je la trouve super mignonne, donc j'avais envie de vous le partager. Moi je veux bien voir ce genre de créature, il n'y a pas de problème. I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All the scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel. When I'm with you, just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Just come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand. You're all that I have now. I won't let you go. 'Cause I found all the answers in you. Ooh, 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 ooh. Take me away. I'm okay if I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you. L'essentiel dans l'existence, c'est la volonté qu'on a en soi. Néanmoins, si tu n'y prends pas garde et si tu ne l'entretiens pas, cette volonté qui t'habite pourrait disparaître à cause des murs. Ceux qu'on construit autour de nous quand on se cherche des excuses. Ou bien lorsqu'on cultive la haine au lieu de faire le bien autour de soi, au lieu d'aider les siens.